Dernière table ronde avant ce déjeuner. Tout à l'heure, nous avons parlé de la Normandie, le labo. Nous étions dans une... Bon, nous avons un peu chevauché des termes plus nationaux avec la TVA. Enfin bref, j'ai senti qu'il y avait beaucoup besoin de prise de parole. Nous allons essayer de recentrer encore davantage sur la Normandie avec des aspects, on va dire, davantage plus microéconomiques, étant entendu que la table ronde précédente était davantage macroéconomique. Donc je suis heureux d'accueillir pour cette table ronde Laurence Meunier. Laurence Meunier, vous êtes incontournable dans le monde équin normand. Vous êtes présidente du pôle de compétitivité Hippolia. Vous êtes vice-présidente de la Fondation Hippolia. Vous nous expliquerez tout à l'heure ce qu'il en est de cette fondation et de ce pôle. Jean-Marie Denoy, je vous remercie beaucoup d'être présent. Je sais que votre emploi du temps est extrêmement chargé. Et donc vous êtes professeur à l'école vétérinaire d'Alfort et vous dirigez, je ne sais pas si on peut appeler ça une antenne, vous dirigez ce centre de recherche unique au monde qui est le CIRAL, qui est installé à Goustranville, c'est au cœur du pays d'Auge. Et vous nous raconterez tout à l'heure comment vous êtes arrivé par un coup de téléphone un jour d'un directeur du conseil régional. Monsieur Éric Oyo, vous êtes président de Arcana à Deauville. Donc vous occupez davantage des aspects de vente, de commercialisation des chevaux, pas seulement normands d'ailleurs, j'imagine. Yann Adam, vous n'avez rien de normand, vous non plus, parce que vous êtes du sud-ouest, on entendra votre accent tout à l'heure, et vous dirigez depuis quelques mois le pôle hippique de Saint-Lô. On a déjà eu l'occasion d'en parler. Et Guillaume Maupas, qui lui est en revanche un normand pur laine, et qui était directeur technique on dit Le Trot, c'est ça. Vous nous parlerez de vos ambitions à l'international, notamment avec ce gros projet que vous pilotez avec l'Académie internationale que vous envisagez de créer au Haras du Pin, et François qui co-modère ou co-anime cette réunion. Donc Laurence, si vous voulez bien prendre le micro. Après tout ce que vous avez entendu sur la Normandie, ses forces et faiblesses, il y a un pan de cet écosystème, je reprends ce mot un peu moche, mais bon, il résume bien. Vous êtes innovation recherche, et donc vous présidez le pôle de compétitivité, oui, j'arrive pas à le dire, hein, le pôle Hippolia, ça va aller plus vite. Et est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots et de ce qui vous anime, de la volonté que vous avez d'irriguer l'innovation, la recherche, de multiplier les contacts avec les entreprises du milieu équin, enfin bref. Oui, bonjour. Eh bien, écoutez, moi, ma mission, là, aujourd'hui, va être peut-être un petit peu plus apaisante que le débat précédent, parce qu'on a beaucoup, depuis ce matin, parlé, bien évidemment, de la structuration de la filière ou des filières. Moi, il y a une chose qui est claire, c'est que ce qui nous anime tous ici, c'est le cheval, que ce soit par la passion qu'il génère chez nous, par son histoire, cette culture que nous avons particulièrement prégnante en Normandie. Mais il faut être conscient d'une chose, c'est que le cheval, sans l'homme et les entreprises qui sont autour, que j'ai pour habitude d'appeler les entreprises connexes, quelle que soit la discipline que nous pratiquons, qu'il s'agisse de courses, de trot, de loisirs, de sports équestres, etc., le cheval a besoin de compétences, de techniques, d'innovation et de recherche. Parce que, bien évidemment, le cheval, il faut aussi le soigner et veiller à son intégrité et à son bien-être. Donc, c'est de ça que je vais un peu vous parler, de ce que nous avons pu mettre en place. Et je vais faire un petit retour en arrière rapide, parce que je pense que... Un court retour. Non, mais très court, Jean-Jacques. Juste parce qu'il est important, pour savoir où on va, il est important de savoir d'où on vient. En Normandie, on a toujours été un peu précurseur, et ça a démarré il y a 30 ans, à l'initiative de Michel Dornano, qui a posé la première pierre de ce qu'on appelle aujourd'hui l'Institut de pathologie du cheval. Mon voisin en est le brillant directeur, avec l'autopsie qui a été mise en place. À la suite, les différents présidents des conseils régionaux, qui soit René Garrec ou aujourd'hui Laurent Beauvais, ont toujours soutenu cette politique cheval. Et ça aboutit avec aussi le laboratoire, l'ABO du laboratoire départemental d'Incombe, ça aboutit à une grande chose en 2005. À l'initiative de Philippe Augier, nous avons obtenu un label d'État de pôle de compétitivité, ce qui était quelque chose d'extrêmement important parce que c'était une reconnaissance de notre filière en tant que filière économique en tant que telle, même si on parle, encore une fois, de sous-filière, et j'ai bien entendu le débat précédent,
Il n'empêche qu'au niveau de l'État, nous avons un pôle de compétitivité, ce qui veut dire qu'on est considéré comme étant potentiellement porteur de valeur ajoutée. Et ça, c'est quelque chose de très important. Et donc, ce pôle de compétitivité, bien sûr, a pour rôle, mais j'y reviendrai après, mais a pour rôle de fédérer l'ensemble des entreprises, comme je vous l'avais compris, que j'appelle connexes à la filière, pour les inciter à créer des projets d'innovation et créer de la valeur ajoutée tout simplement dans notre filière. Mais nous ne sommes pas arrêtés là, parce qu'un pôle de compétitivité dans une filière aussi hétéroclite que la nôtre, c'est compliqué. Il fallait, moi j'ai vite perçu que la vraie valeur ajoutée qui pouvait exister, c'était la recherche, l'excellence. On tend toujours vers l'excellence en Basse-Normandie en particulier. J'arrête de dire Basse-Normandie, en Normandie en particulier. Oui, pardon. Donc, ce pôle de compétitivité nous a permis d'accélérer énormément de choses. La première, c'est de créer le Grand Hipolia, ce que j'appelle le Grand Hipolia. C'est-à-dire que, encore une fois, avec la volonté des collectivités territoriales, département du Calvados et Conseil régional de Basse-Normandie, un syndicat mixte s'est créé, regroupant nos deux entités phares en matière de recherche, l'INVITRO au laboratoire l'ABO départemental et l'INVIVO au CIRAL à Goustranville. C'est ça qui nous a permis d'obtenir ce pôle de compétitivité au départ. C'est cette puissance, cette force, cette avance que nous avions en matière de recherche. Donc, ce syndicat mixte a été créé, il est le socle de toute la recherche et de l'innovation de notre filière, parce qu'il permet d'avoir les structures et les équipements, c'est le dur. Si je dois faire schématiquement, c'est le dur, c'est les outils. Ça a été le premier pas. Après, nous avons créé une fondation, nous avons obtenu du ministère de la Recherche une fondation de coopération scientifique, qui est la seule fondation de coopération scientifique en Normandie, là je dis bien en Normandie parce que c'est le cas, qui là fédère les 200 chercheurs français, de l'INRA, l'ANSES, l'école vétérinaire d'Alfort, l'université de Caen, j'en oublie probablement, bien évidemment. C'est plus de 20 équipes de recherche qui travaillent sur la thématique du cheval et qui sont regroupées pour enfin travailler de façon collégiale et d'aller dans le sens de ce que la filière, les professionnels ont besoin et attendent d'eux. Et à la fin de la boucle, vous avez le pôle de compétitivité et ses entreprises qui, elles, ont besoin pour leur développement économique de créer de l'innovation et donc peuvent s'appuyer sur ces deux premières structures, dire la matière grise de la fondation et le dur des outils créés par le syndicat mixte. Et pour terminer sur ce propos, je voudrais quand même expliquer que ces trois structures, donc ce cercle extrêmement vertueux, qui est totalement unique au monde, parce que nous avons l'Animal Health Trust en Angleterre, que tout le monde connaît ici, qui a des moyens bien sûr supérieurs aux nôtres, mais il ne s'agit que d'une fondation. C'est juste le principe de fondation. Donc ça veut dire donation privée, ce qui n'est absolument pas dans notre culture française. Les anglo-saxons sont très forts là-dessus, nous ne le sommes pas. Et donc si tout ça a été possible, c'est d'une part par la reconnaissance bien sûr de l'État, mais d'autre part par l'énorme investissement des collectivités territoriales, comme j'ai pu le dire, des fonds européens et du fonds EPRON. Le fonds EPRON, il faut savoir que c'est lui qui a financé la totalité de la dotation de la Fondation de coopération scientifique. C'est 1 million d'euros non consomptibles qui est attribué par le fonds EPRON. C'est des investissements sur le syndicat mixte pour permettre de continuer ces investissements aux côtés des collectivités et des fonds européens. Et c'est des accompagnements sur des projets du pôle de compétitivité qui sont aujourd'hui à la hauteur de plus de 100 projets et ça représente un accompagnement financier à hauteur de 65 millions d'euros. Voilà, en gros, pour l'écosystème Hipolia. Et la mutualisation, toujours la mutualisation avec le fonds EPRON. Mais bon, on reviendra tout à l'heure. Monsieur Denoy. Je voudrais juste rajouter quelque chose. C'est que ce système Hipolia, bon, je l'ai dit, il est unique au monde, mais il est surtout vraiment totalement transversal. Il n'y a plus de querelle de famille, là. Quand on cherche, quand Jean-Marie Denoy cherche sur la pathologie du tendon, le problème sur le tendineux, ou quand Adincombe il cherche sur la grippe équine, etc., ça nous concerne tous. Donc moi, j'ai le beau rôle, parce que je mets tout le monde d'accord.
Seule petite question d'ordre économique avant de passer la parole à Jean-Marie Denoy. Quel est le budget quand même annuel dans le cadre du pôle de compétitivité dont la Fondation dispose? Voilà. Alors, c'est deux choses différentes. Ce sont des structures différentes. Je sais bien, mais le global, l'ensemble. Le pôle de compétitivité a un budget d'environ 600 000 euros de fonctionnement. De fonctionnement. La Fondation a malheureusement un budget très restreint. Aujourd'hui, l'enjeu de la Fondation, enfin l'avenir de la Fondation, tout est en place, mais rien n'est gagné en ce qui concerne la Fondation, parce qu'elle a vraiment besoin de financement, qu'aujourd'hui, on a beaucoup de mal à lever les donateurs. Il ne faut plus compter sur l'État, on le sait très bien. Ces fondations, par avant, il y a quelques années, lorsqu'elles obtenaient le décret ministériel, avaient une dotation de l'État, parce qu'on sait qu'une fondation, elle doit fonctionner avec les produits financiers, normalement, de son capital. Là, si nous n'avions pas eu le fonds EPRON qui a donné 1 million, vous voyez bien les produits financiers avec le prix de l'argent aujourd'hui, avec 1 million de produits financiers, on ne va pas bien loin. Donc la fondation, je le dis très clairement aujourd'hui, n'a pas sorti la tête de l'eau. Donc si je peux en profiter pour faire un appel, s'il y a des personnes qui sont mobilisées par le bien-être, la performance et la santé du cheval, aujourd'hui nous avons vraiment un outil unique. Donc voilà pour les budgets, et je suis pas sereine au moment où je vous parle sur la pérennité de la Fondation et sur son avenir financier. Monsieur Denoy, vous êtes plus serein, vous? Oui, c'est ma nature. Je commencerai par rappeler que la Normandie est un laboratoire, un véritable laboratoire à ciel ouvert pour les vétérinaires équins que vous êtes. Comme ça a été dit ce matin, on a une chance immense d'avoir 3 grandes races, 3 grandes disciplines. Grâce à ces disciplines, de pouvoir observer une pathologie qui est réellement professionnelle, parce qu'il ne faut pas oublier que les chevaux sont des athlètes professionnels, ils sont élevés pour ça. Et à ce titre-là, bien sûr, à la suite de l'entraînement et de la compétition, ils ont des lésions spécifiques des disciplines. Et c'est un territoire d'observation très, très remarquable pour nous. Et puis en plus, il y a de l'élevage, il y a de l'entraînement, il y a de la compétition. Donc il y a une variété de pathologies qui est immense. À l'écran, quelques images du CIRAL. Hein. Oui, donc une variété de pathologies qui est immense et qui offre des secteurs d'investigation par la recherche qui sont très grands. La deuxième chose, c'est que la filière a besoin de la recherche, bien sûr, d'une recherche permanente pour améliorer la santé des chevaux, améliorer cette santé à l'échelle collective, pour la prévention et le traitement des maladies infectieuses, bactériennes, virales, pour améliorer la prévention du parasitisme, bien sûr, et les laboratoires LabEO et l'ANSES, bien sûr, travaillent activement sur ces domaines. Mais on doit également développer de la recherche pour la pathologie individuelle, par exemple le traitement des coliques ou de la fourbure, la pathologie individuelle professionnelle liée à l'exercice, c'est notre domaine d'activité au CIRAL. Comment prévenir les tendinites, comment prévenir les arthropathies, comment gérer une dorsalgie, c'est un secteur d'activité futur qu'on va développer au CIRAL. Et puis la recherche est également nécessaire dans un domaine qu'on a déjà évoqué ce matin, c'est l'éthique, le bien-être, la protection animale. Et à ce titre, on a fait une très belle étude pour la SECF que je tiens à signaler sur l'usure des pieds des chevaux trotteurs lorsqu'ils courent déferrés. Et on s'est aperçu qu'effectivement que cette usure peut exposer les pieds à des inflammations profondes et évidemment à un risque de saignement. Enfin, donc, comme je l'ai dit, les entreprises ont besoin des chercheurs, mais maintenant, comme l'a rappelé Laurence, les chercheurs ont besoin des entreprises, car il y a une diminution des financements nationaux et régionaux, même si le Conseil régional continue à investir pour développer nos moyens d'investigation au CIRAL, ces financements régionaux et nationaux diminuent. Et je pense qu'il faut maintenant que les entreprises prennent conscience que l'avenir de la recherche dépend aussi de leur bonne volonté et du financement. Mais ici, il faut aussi faire évoluer l'image des chercheurs. Parce que souvent, les entreprises pensent que des chercheurs sont des professeurs tournesols qui vivent dans leur bulle. Or, le chercheur moderne est très, très impliqué dans la filière, est très préoccupé par les préoccupations de la filière elle-même et cherche à y répondre. Peut-être faire prendre aussi aux Normands qu'ils prennent connaissance qu'ils ont au Pays d'Auge, je ne sais pas si on peut utiliser cette expression, une des meilleures cliniques vétérinaires au monde. Oui, c'est vrai, mais c'est éphémère. C'est-à-dire que le domaine de la science évolue très rapidement.
Et c'est sûr qu'actuellement, on est dans le peloton de tête à l'échelle internationale des centres de recherche. Mais si on veut maintenir cette compétence, il faut quand même miser sur l'avenir et investir dans la recherche à l'avenir. Alors, je reviens un mot sur le CIRAL parce que je trouve que vous êtes vraiment l'exemple parfait de cette, on dit cluster, cette agrégation parce que ça part d'un simple coup de fil un jour que vous recevez dans votre bureau de Maison Alfort, et puis finalement tout le monde s'est mis autour de la table et vous avez réussi à construire en une dizaine d'années, une quinzaine d'années. Oui, c'est vrai. C'est souvent un concours de circonstances. Je me souviens très bien du coup de fil de Monsieur Lécuyer, que tout le monde, que beaucoup de personnes connaissent ici, en 1994. Il me téléphone, j'étais en consultation à Alfort, et il me dit la Normandie voudrait développer un centre prestigieux de recherche. Faites-nous un projet. Nous avons 18 millions de francs à l'époque à investir. Donc, j'ai bien sûr fait un projet sur un domaine d'investigation qui n'existait pas en France, c'est-à-dire le diagnostic par imagerie fine des lésions locomotrices du cheval, parce que, comme je l'ai rappelé, le cheval est né pour être un athlète et bien sûr est exposé à des lésions articulaires tendineuses dans toutes les régions de l'organisme, de son organisme. Et nous n'avions pas à l'époque les méthodes d'investigation existantes. Et grâce aux financements régionaux, essentiellement, financement européen, nous avons pu développer ce centre qui a la constitution d'une équipe, d'un partenariat avec les élus, avec la filière, avec le conseil des chevaux, qui était permanent. Et maintenant, ce centre fonctionne grâce aussi, comme vous le savez, uniquement sur des cas référés, donc grâce à la collaboration des vétérinaires praticiens qui sont distribués sur le secteur national. Et nous avons même à examiner des chevaux venant de l'étranger. Donc, on a une activité qui est très reconnue à l'échelle internationale. Merci, Jean-Marie. Je passe la parole et s'il y a des questions dans la salle, on les prendra en fin. Je passe la parole à Éric Oyo, qui est donc le président-directeur général d'Arcana depuis 2006, qui est un ancien gentleman rider émérite ayant gagné beaucoup de courses en plein d'obstacles avant d'avoir une activité dans le commerce des chevaux de course et auquel nous avons demandé de venir dans la mesure où dans le commerce du cheval de course il y a une compétition, en tout cas dans le monde du pur sang, une compétition internationale très très forte avec des places de vente irlandaises, anglaises, américaines, et la place de la France, c'est une compétition extrêmement élevée. Depuis 2006, Deauville a toujours rayonné. On n'a toujours pas entendu parler des ventes de Deauville au mois d'août. Les médias en faisant un peu leur gorge chaude, parce que c'est une période où l'actualité est en général assez rare. Donc il y a toujours un top price, mais derrière le top price, il faut voir l'activité économique globale. Dans un marché compliqué, Arcana poursuit son bonhomme de chemin, défend ses positions et voire en acquiert au niveau international. Donc, c'est la raison pour laquelle on a demandé à Eric de venir pour nous expliquer un petit peu dans ce marché mondialisé du commerce du pur sang, quelle est la stratégie de son entreprise pour résister, voire gagner des parts de marché et faire valoir la spécificité des courses françaises et de l'élevage français. Remarquable introduction, François. Merci. J'ai souhaité vous démontrer ou vous exprimer un petit peu le panorama de ce qu'est le marché, parce qu'il n'est pas forcément bien connu. On a effectivement cette vision un peu réduite des ventes d'août, qui souvent pourrait être l'arbre qui cache la forêt, ou, comme l'a dit également François, une actualité dont se saisissent les médias à une époque où il n'y en a pas énormément, c'est-à-dire au mois d'août souvent, à part bien évidemment les Jeux équestres mondiaux cette année. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité devoir faire un panorama qui va, j'imagine, apparaître sur l'écran. Alors tout d'abord, une brève démonstration. Oui, vous pouvez mettre le premier slide. Moi, je l'ai, mais je pensais qu'il était également en haut. Ah, il y est, pardon. OK.
Donc une petite, en introduction déjà, la définition de ce qu'est le groupe Arcana. Donc c'est le premier opérateur français de vente aux enchères de chevaux de course, c'est une chose. Au plan européen, il est en seconde position. Il est présent sur 3 types de marchés. Enfin, on va, concernant les chevaux, 2 types de marchés qui sont les ventes de pur sang. Alors, vente de pur sang, il y a également les chevaux destinés à l'obstacle, donc qui peuvent inclure les AQPS, mais on va dire plus exactement les ventes de galopeurs et les ventes de trotteurs également, sous l'entête d'une filiale Arcana Trot. Il y a en fait une troisième activité, mais qui est extrêmement réduite, qui est des ventes de fine art, mais dont on va pas, bien évidemment, sur laquelle on ne va pas épiloguer, bien évidemment. Le chiffre d'affaires d'adjudication consolidé, c'est-à-dire entre les 2 activités, représentait 125 millions en 2013. Les sociétés du groupe emploient 35 personnes, 35 salariés. L'implantation est bien évidemment française. C'est une société française dont le siège est à Deauville, donc en Basse-Normandie, avec néanmoins des bureaux en région parisienne également. Mais le rayonnement de cette entreprise, puisqu'effectivement le marché est lui global, est un rayonnement international. Quelques chiffres pour vous montrer un peu la taille de ce marché. En 2013, on a ventilé par grandes zones d'activité qui concernent bien évidemment le pur sang en priorité, les adjudications en euros, ce que ça représente. L'Europe a représenté 574 millions environ, ce qui représente 37% du marché mondial identifié, c'est-à-dire qu'on a pris les places de marché les plus représentatives pour pouvoir déterminer ce type de proportion. Les États-Unis, 654 représentent presque la moitié, c'est-à-dire 43% du chiffre d'affaires mondial. L'Australie, qui est un grand pays, mais finalement assez peu peuplé, représente néanmoins, avec une population de chevaux de pur sang qui est assez importante, 14%. Le Japon, qui lui est tout petit, est un modèle très différent, représente 6% des adjudications, avec une vente extrêmement forte en juillet, sachant qu'on a un modèle très différent, c'est-à-dire un modèle haut de gamme, concentré sur un endroit relativement court, avec un marché assez florissant et des courses qui le sont aussi. Voilà la répartition globale du marché dans le monde, avec un certain nombre d'opérateurs. Là où il y en a le plus, c'est en Europe, avec les Anglais, Tattersall, Arcana, Goffs en Irlande, qui est associé avec une autre compagnie anglaise qui s'appelle Doncaster Bloodstock Sale. Il y a également des ventes en Allemagne à BBAG, en Italie qui sont en véritable décrue actuellement. Il y a un deuxième opérateur français qui s'appelle Osarus. Mais en Angleterre, il y a également d'autres opérateurs de plus petite taille qui occupent des niches de marché, comme Brightswell, qui travaille quasiment que sur le marché des courses d'obstacles, et Goresbridge également en Irlande. Aux États-Unis, il y a 4 gros opérateurs, mais un certain nombre de ventes également qui sont opérées par des associations d'éleveurs de manière beaucoup plus régionale, dans certains États un peu mineurs, si j'ose dire, en termes de production. Les 4 grosses compagnies sont Kinland et Fasig-Tipton, OBS qui opère majoritairement au Kentucky, OBS qui opère, lui, en Floride, et Barres qui est en Californie. 2 grosses, enfin, en Australie, et au Japon, un seul opérateur, avec la particularité qu'on a décrite tout à l'heure. Voilà la photo de ce qu'est le marché et sa répartition. Maintenant, son évolution depuis 2006. Il nous a semblé assez intéressant de pouvoir montrer ce qui a pu se passer, puisque la crise financière avait fait des dégâts excessivement importants, puisqu'il y avait eu une grosse crise de liquidité, une perte de confiance, une surproduction à une époque, et il y a eu donc une grosse décrue. Cette surproduction a été immédiatement remédiée dans des pays anglo-saxons qui sont très liés au marché et donc qui ont assuré une décrue importante pour tenter de retendre le marché derrière. En France, on a un système avec plus d'amortissement, on le verra tout à l'heure, ou plus de moyens permettant de l'amortir, tant et si bien que la production n'a pas chuté de la même manière, mais a connu une petite décrue. Le marché a connu une petite décrue avec un effet retard. Le nombre de chevaux vendus a lui aussi baissé puisque la production a baissé, mais le prix moyen s'est retendu grâce à une demande internationale qui est forte. Et là, je parle principalement du marché du pur sang. Maintenant, une petite explication de ce qu'est la concurrence internationale.
Le galop, lui, évolue dans un processus international et il doit s'adapter véritablement sans arrêt à l'offre et à la demande dans ce type de marché et en y répondant, en essayant de créer de la valeur, c'est-à-dire trouver à offrir effectivement ce qui est recherché par les plus gros acteurs. La concurrence nous concernant, elle est principalement européenne, même si on essaie de faire venir des gens du monde entier, mais globalement, ce sont les différentes compagnies européennes qui cherchent à se battre pour faire venir ces gens qui viennent chercher l'offre européenne. Donc on se bat chacun pour essayer de la faire venir chez soi, bien évidemment, comme toute entreprise qui se respecte. Le leader est historique, c'est une compagnie ancienne, très solide, qui s'appelle Tattersall et qui est basée à Newmarket en Europe. On essaie de les titiller, de leur reprendre des parts de marché très régulièrement, mais ce n'est pas chose facile parce qu'effectivement, ils ont d'une part l'historique, la compétence, et également le sourcing, c'est-à-dire énormément de chevaux à valeur commerciale élevée sont produits dans cet environnement anglo-saxon. Le premier acteur irlandais est Goffs, il est troisième, il a connu une énorme décrue au moment de la crise financière entre 2007 et 2009. Il s'est ressaisi effectivement en dernier lieu suite à cette décrue de naissance et ce renfort de marché, sachant qu'à cette époque, quand l'offre était pléthorique, les marchés avaient complètement dévissé. Le fait d'avoir pu réduire l'offre et bénéficier de la demande qu'il pouvait y avoir dans le monde leur ont permis de se resserrer et de nouveau, ils nous talonnent. Donc tout ça pour exprimer que cette concurrence, elle est extrêmement vive, parce que pour arriver à attirer les acheteurs du monde entier, eh bien, il faut arriver à trouver les chevaux qui conviennent à ces acheteurs du monde entier. Donc elle est non seulement sur la clientèle, mais cette bagarre existe également sur le sourcing, sur le fait d'aller chercher ce qui convient au marché. Le marché européen, maintenant, simplement pour faire un focus, puisqu'on l'a vu mondialement, il a véritablement, donc, comme on le voit, chuté, comme on l'a vu tout à l'heure, en 2009. Il avait commencé à dévisser en 2007, grosse chute en 2009, et est remonté, et plus particulièrement avec une grosse croissance ces 2 dernières années. Et le nombre de chevaux vendus a lui aussi décru, hormis pour la France, où on voit qu'il est à peu près stable. En termes de part de marché maintenant, pour voir plus clairement ce que ceci représente, avec une évolution sur les 2 dernières années. Tattersall, qui donc est le leader, occupe plus de 50% de part de marché. Alors on a réussi à lui grignoter un petit peu, et les Irlandais également, puisqu'ils sont passés de 54 à 50 l'an passé. Mais c'est également aussi lié à leur devise qui avait un tout petit peu baissé par rapport à l'euro. Arkana, quant à elle, se maintient globalement pendant les périodes difficiles de nos amis anglo-saxons, nous étions à peu près à 22% d'un marché qui était plus réduit. Aujourd'hui, nous avons suivi la tendance néanmoins en termes de volume et on se stabilise aux alentours de 18% de marché. Goffs, qui lui était tombé à 11-12%, est passé à 14%, puis à 17%, donc nous talonne, et c'est le premier opérateur irlandais, comme je vous le dis. L'autre opérateur français a une part de marché relativement basse et principalement sur la production de yearling franco-français. En fait, le marché français dans sa globalité occupe un peu moins de 20% par ailleurs du marché européen. Maintenant, on va rentrer un peu dans la définition de ce qu'est notre mission ou ce qui peut caractériser notre métier, ce qui n'est pas forcément bien connu ou bien compris par l'ensemble. Notre objectif ou notre mission, c'est d'abord d'offrir un cadre qui favorise la rencontre de l'offre et la demande. C'est la définition totale des ventes aux enchères finalement. Pour ce faire, nous avons un établissement de vente un lieu de vente qui est historique, c'est Deauville, qui avait suivi de profondes mutations en suivant véritablement le marché international dans les années 70-80, en se dotant d'un établissement de vente aux normes internationales, mais que nous avons, depuis la création d'Arkana, souhaité devoir rénover. Donc ça a été un investissement important qui nous permettait de suivre aussi l'évolution de nos principaux concurrents. Et puis, il est nécessaire aussi d'apporter les garanties à nos acheteurs et à nos vendeurs qui se trouvent aussi contenues dans la totalité des conditions de vente ou des pratiques de nos concurrents étrangers
Et pour ce faire, nous devons véritablement être dans le tempo des garanties offertes, mais également des services offerts à tous ces clients. Nous devons bien évidemment optimiser la valorisation des chevaux présentés par les vendeurs, parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes mandatés par les vendeurs pour exposer au mieux leur production et pour faire venir les acheteurs afin que, effectivement, les producteurs puissent trouver la valeur de marché qui puisse correspondre à celle qui est fixée par ailleurs en Europe. Et enfin, nous cherchons également, il est nécessaire et c'est notre rôle, d'essayer de catégoriser de manière à ce que les acheteurs puissent avoir des points de repère. C'est-à-dire que ce n'est pas la totalité d'une production qui va dans une seule vente. Nous devons faire des segments dans lesquels les différents acheteurs puissent se retrouver. Pour exemple plus précis, les ventes d'août, par exemple, correspondent à des poulains qui vont être des poulains matures, parce qu'on est tôt en saison, mais également qui correspondent, au-delà de ça, à une clientèle qui va être relativement large et internationale, française, mais aussi beaucoup plus large. Et nous la segmentons de différentes manières en fonction des jours de passage. Et les ventes d'octobre à la suite s'adressent également à une population française, mais elle évolue également vers une population européenne, mais pour des poulains qui auraient besoin d'un peu plus de temps. Donc notre mission et notre métier, c'est véritablement d'essayer de trouver les bonnes cases pour tous les éléments de production. Et enfin, en dernier lieu, quels sont les leviers sur lesquels nous nous basons pour établir notre stratégie? Donc c'est la maîtrise de l'offre qui est importante, et j'en reviens à cette notion de segmentation. L'adaptation, effectivement, de la qualité de l'offre aux exigences de la clientèle, on l'a déjà évoqué. La fidélisation de la clientèle, c'est-à-dire que nous sommes en contact permanent, en recherche permanente de toute la clientèle qui peut évoluer dans le monde pour leur offrir véritablement les services qu'ils peuvent trouver ailleurs et essayer de faire mieux en vendant, bien évidemment, la France, ses courses, parce qu'il est important pour les courses françaises de pouvoir faire venir ces investisseurs étrangers qui vont stabiliser des chevaux chez nous, les faire courir, générer par le fait des emplois et assurer effectivement également le débouché à la production. Et puis nous cherchons pour ce faire également à innover en termes de technologie, de développement d'outils digitaux. On a reparlé de l'amélioration des infrastructures et puis on essaie aussi de trouver des concepts nouveaux. On a essayé aussi pour relancer le marché intérieur, de valoriser les racing clubs, c'est-à-dire la notion d'écurie de groupe avec des concepts un petit peu nouveaux. Tout ça donc font partie de notre mission. J'espère donc que vous avez compris un peu mieux quel est le travail d'une société de vente. Oui, absolument. Merci beaucoup, Monsieur Oyo. Je regardais... Yann Adam, ça vous fait rêver tout ça? Oui, ça nous fait rêver. Alors, j'ai entendu tout à l'heure que... Parce qu'adapter l'offre à la demande et tout ça. Donc, vous nous présentez les ambitions que vous avez pour le Polypic à Saint-Lô. Voilà, la filière sport n'avait pas d'argent, n'était pas organisée. Alors là, j'ai un grand expert de l'organisation du commerce international à côté de moi. Donc, le Polypic de Saint-Lô, si je veux dire, ça fait 1 an que j'y suis. Maintenant, c'est une fusion, on va dire, alors peut-être qu'il y en a qui n'apprécient pas ce terme-là, entre des collectivités qui géraient un centre de promotion de l'élevage, un site pour y faire des manifestations sportives, et le site historique du Haras national de Saint-Lô, bien connu par tous. Et l'idée donc de tous ces financeurs et de toutes ces structures a été de se regrouper. Et je pense que c'est un petit peu le mot qui ressort quand j'entends les différents intervenants. C'est avec le collectif qu'on s'en sort. En tout cas, c'est ce qu'on croit, nous, sur Saint-Lô. Il y a eu beaucoup d'argent public d'investi. François Dufour l'a cité, 14 millions d'euros pour remettre à niveau ce centre-là. Alors, on n'a pas la prétention d'avoir une halle Élie de Brignac. On a simplement un centre d'allottement. On va essayer de faire un centre d'allottement pour chevaux, dans un premier temps, comme disait le président Schumacher tout à l'heure. Donc, c'est faire un regroupement de chevaux, puisque, effectivement, en cheval de sport, on a vraiment ce problème, notamment en Normandie, de ne pas avoir la capacité, quand un client arrive, de lui présenter un regroupement de chevaux. Ça arrange certains, puisqu'évidemment, ceux qui ont su s'organiser individuellement s'en sortent certainement bien et arrivent à attirer ces clients-là. L'objectif, c'est pour la majorité, notamment les petits éleveurs, qui sont quand même relativement importants,
Moi, je suis dans la Manche. On a beaucoup de petits éleveurs qui sont mixtes, qui font des activités multiples du bovin. C'est 500, 600 éleveurs de chevaux de sport, oui, sur le territoire. Manche et Calvados. Hein. Voilà, exactement. Et donc, l'idée, c'est ça, c'est de trouver un système pour commercialiser ces chevaux-là. Et aussi, parce qu'on a un premier problème, c'est la valorisation. Alors, quand un cheval de course à 3 ans, enfin, dans l'élite, a fini sa carrière, un cheval de sport à 7 ans, c'est encore un jeune cheval. Donc on a un problème de cycle de production qui n'est absolument pas le même, dans une filière qui n'a pas de pari, donc qui n'a que très peu d'argent généré par la filière, grâce au fonds EPRON un petit peu plus, évidemment, puisqu'il y a cette solidarité dont on a parlé tout à l'heure, mais il faut trouver les bonnes idées. La difficulté, c'est de trouver les bonnes idées, et c'est que par le collectif qu'on s'en sort. Donc le pôle hippique de Saint-Lô, l'ensemble des collectivités ont investi, l'IFCE, sa communauté de travail, puisque les agents IFCE du site sont à disposition du site pour son développement, à la fois pour une manifestation sportive, pour des centres de commercialisation de chevaux de sport et de valorisation. Donc là, j'en profite pour faire le lien avec l'intervenant suivant, puisque nous avons mis à Saint-Lô en place une pépinière de jeunes cavaliers de CSO depuis le début de l'année 2014, puisque la difficulté pour les éleveurs, c'est de trouver des cavaliers qui peuvent commencer à faire la valorisation de leurs chevaux. Et c'est assez compliqué, puisque dès qu'un cavalier devient un professionnel et a du succès, il ne s'intéresse plus aux jeunes chevaux, parce qu'évidemment, il n'y a pas d'argent à gagner là-dedans. On peut le comprendre. Donc, notre objectif a été double. Un centre, une pépinière de jeunes cavaliers pour valoriser les jeunes chevaux, un centre de commercialisation qui se met en place avec le Conseil des chevaux, dans le cadre du concept Normandie Horse. Donc, sur Saint-Lô s'installe le Normandie Horse Business Center, ce centre d'allotement. En français, vous le traduisez comment ? Centre d'allotement. C'est clairement ça aujourd'hui. Centre d'hébergement, on n'aime pas le mot parce que M. Schumacher provoquait tout à l'heure en parlant d'un centre d'allotement, mais c'est vraiment ça. L'objectif, c'est ça. Centre de rassemblement de chevaux de sport présentés sur des parcours, sur des carrières ou des manèges. Et le troisième point, c'est donc le développement de manifestations sportives. Je suis très fier d'avoir eu le horseball à Saint-Lô, même si ce n'était qu'une discipline de démonstration. On a fini nos finales hier et la France a eu les 2 titres, je le précise parce que ce sont les 2 premiers, voilà, c'est peut-être pas les derniers. Développement de manifestations sportives sur le site, jumping en priorité. Le horseball, on apprécie évidemment, mais le jumping est quand même notre priorité sur le site, avec tous ces acteurs. Les collectivités, le Conseil régional Basse-Normandie, le Conseil général de la Manche, l'IFCE, le Conseil des chevaux de Basse-Normandie et de Normandie demain. Donc moi, je suis un peu au milieu de tout ça. J'ai tous mes acteurs, les professionnels de la filière. Éric Oyo à côté de vous. Éric Oyo à côté de moi, voilà. Qui vous donnera un et qui va me donner quelques tuyaux, certainement, pour améliorer notre système et le professionnaliser, puisque l'objectif, c'est vraiment de professionnaliser. Je pense qu'on m'a embauché pour ça, en tout cas. Moi, je viens du monde des coopératives agricoles. Donc, je ne dis pas que les coopératives agricoles, c'est toujours le très bon exemple de la coopération, puisque les agriculteurs s'y retrouvent pas toujours dans ces grosses structures-là aujourd'hui. Il faut être conscient de ça aussi. Mais c'est quand même cet esprit-là. Et le monde du sport s'en sortira par ces actions collectives. C'est pas facile. On a quelques leaders qui acceptent de jouer le jeu au début, mais je vous assure que c'est pas facile de mobiliser des éleveurs qui sont par principe très individualistes et qui n'ont pas cette habitude, particulièrement en Normandie, de travailler ensemble. Donc on essaie de travailler là-dessus. On essaie de travailler aussi sur l'amélioration des coûts de production, parce qu'il faut toujours vendre le cheval cher, mais combien il a coûté, ça c'est important, on en est encore là. Et donc il y a énormément de travail, mais on a un projet qui est très motivant. Alors en plus, avec la victoire de Hopgun Louveau hier, alors là c'est formidable, puisqu'on a enfin encore un vrai champion. Donc ça veut dire qu'on a cette matière première en Normandie. Il faut savoir la travailler, il faut savoir y apporter de la valeur ajoutée. On n'y arrive pas toujours, mais c'est important pour que la valeur ajoutée soit bien répartie dans toute la filière, dans tous les échelons. Merci pour votre enthousiasme. Et votre détermination. Guillaume Opa, c'est un autre projet dont vous nous parlez. D'abord, vous êtes directeur technique au trot, avec cette volonté d'internationaliser, d'exporter, et puis en appui, une formation qui pourrait se dérouler au Haras National du Pin. Donc vous commencez, j'imagine, par l'international. Vous avez des slides aussi ?
Oui, Je tout crois à que c'est fait. ça. Quelques diapositives pour préciser effectivement quelle est l'action de la Société du cheval français, donc la Société Mère du Trot, à l'international, parce que lorsque l'on parle de ce projet d'école internationale du cheval, qui s'appellera peut-être l'Académie internationale du cheval, en fait, c'est non pas l'aboutissement, mais ça fait partie de tout ce cursus de développement à l'international de la Société du cheval français, parce qu'il y a le parti cheval. On en a beaucoup parlé ce matin, vous en avez beaucoup parlé. Et puis il y a aussi la partie homme, la partie formation. Et toutes nos actions à l'international, on s'est rendu compte d'une chose, c'est que beaucoup de pays étaient demandeurs de formation sur les métiers du cheval, le métier des courses. Alors nous, au niveau des courses, nous avons des métiers qui sont très spécifiques, parce que ce sont des juges aux allures, ce sont des commissaires, ce sont des juges au départ, ce sont des métiers, il n'existe pas d'école et de diplôme pour avoir cette fonction-là sur les hippodromes. Et donc il y avait un vrai besoin. Et nous organisons déjà, alors dans ces pays, les pays que nous démarchons, eh bien, des formations de juges, de commissaires, des aides à l'entraînement, des aides à la drive aussi. Et il nous a semblé très important de pouvoir installer cette école, cette académie en France. Nous avons eu cette opportunité par les Jeux équestres mondiaux, puisqu'il nous a été demandé par le conseil régional de la Normandie, de la Basse-Normandie, je l'appelle encore Basse-Normandie, de leur proposer des projets innovants, structurants, pérennes, qui pourraient marquer le passage des Jeux équestres mondiaux sur la Basse-Normandie. Et nous avions cette réflexion depuis plusieurs années de cette école internationale du cheval. Et donc, nous avons saisi cette opportunité. Nous avons rencontré le conseil régional. Nous avons rencontré différents acteurs de la filière. Je pense en particulier à l'IFCE, qui nous a accompagnés sur ce projet. Et tout le monde a adhéré à ce projet, de dire effectivement, au-delà du cheval, au-delà de ces acteurs ici en Normandie, eh bien, il y a un vrai savoir-faire à exporter. La France est souvent vue, c'est vrai dans le monde du cheval de sport, c'est vrai dans le monde du cheval de course et du galop également, comme un modèle à l'international. Et nous voulions en faire participer bien les pays étrangers à ce modèle. Alors, il y a quelques slides qui vont résumer un peu ce que je viens de vous dire, donc je ne vais pas le répéter. Vous avez ici les actions du département international de notre société. L'objectif majeur de notre action à l'international, c'est d'implanter le trotteur français, qui est souvent vu comme un cheval de France, et je reprends une expression de notre président Dominique de Bellègue, comme un cheval de France, et nous voulions en faire un cheval de race qui peut être élevé à l'international. Il y a aujourd'hui plusieurs pays, on le verra tout à l'heure, qui produisent du trotteur français, et lorsque l'on dit produire du trotteur français, c'est organiser des courses au trot. Et nous avons beaucoup de pays à l'international qui ne connaissaient pas du tout les courses au trot. Et donc, nous avons dû tout leur apprendre. Et c'est là où cette idée d'école aussi nous est venue à l'idée pour l'avenir. Sur un slide suivant, vous allez voir voilà, quels sont les chiffres clés du trotteur français à l'international. Il y a aujourd'hui, et ça surprend toujours beaucoup de gens, il y a aujourd'hui 28 pays signataires de la convention de production de trotteurs français à l'étranger. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les chevaux qui sont produits dans ces pays-là reçoivent exactement les mêmes droits que les trotteurs français nés en France, c'est-à-dire qu'ils peuvent participer à notre programme de course dans sa totalité. Sur les chiffres, vous pouvez voir qu'il y a eu 522 chevaux exportés. Alors ça paraît plus faible que ce que l'on entend sur le marché du galop, c'est vrai. Le trotteur est moins exportateur, mais il y a des marchés très intéressants. Je pense par exemple à un pays, et là aussi ça surprend beaucoup de gens, c'est que le premier importateur de trotteurs français aujourd'hui dans le monde, c'est tout simplement l'île de Malte, qui organise des courses au trot et qui importe chaque année plus de 100 trotteurs pour la compétition. Nous avons développé un circuit de course à l'étranger pour trotteurs français. Il y avait en 2013 plus de 2,8 millions d'euros d'allocations distribuées pour les trotteurs français à l'étranger. Ce sera plus de 3 millions cette année en 2014. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que les pays que nous démarchons, ils participent aussi au financement de ces courses, puisque cela représente près de 2 millions, et c'est en augmentation de 15,1%. Donc il y a une vraie démarche de ces pays-là, une vraie reconnaissance du trotteur français et de notre modèle de course. Deux chiffres, ils sont encore faibles, mais ils sont toujours en progression et il faut les souligner quand même. C'est les naissances trotteurs français à l'étranger, 211 naissances en 2013, et il y avait eu 148 saillies trotteurs français enregistrés hors de France. Alors, je vous le disais, effectivement, ça nous a amené à réfléchir à cette formation, à ce transfert de savoir-faire que nous avons ici en France et particulièrement en Normandie. Nous avons répondu sur le slide suivant, merci.
donc, à la demande du conseil régional pour créer cette école internationale, cette académie internationale du cheval qui verra normalement le jour en 2015. Ce qui est important de signaler, c'est que c'est un partenariat global, un partenariat politique entre les collectivités locales ici, le fonds EPRON, on en a parlé aussi, qui aide beaucoup de structures, et puis les courses hippiques pour cette formation. Alors, nous avons été moteurs sur ce projet au niveau du trot, mais nous n'avons pas appelé cette école l'école internationale du trot. Nous l'avons à dessein appelé l'Académie internationale du cheval parce que nous essayons et nous voudrions réunir dans cette école toutes les activités du cheval de Normandie dans un lieu qui nous a été proposé et que nous avons retenu dès le départ, qui était le Haras national du Pin, parce que c'est vrai que vis-à-vis de l'étranger, le Haras national du Pin, c'est une vraie vitrine d'excellence. On parlait tout à l'heure des terres d'élevage du Haras du Pin, mais c'est un symbole, le Haras national du Pin, et c'est un joyau de la Normandie. Et si nous pouvons contribuer par cette école et cette académie à le faire vivre, à poursuivre son rayonnement à l'international, eh bien, ce sera une très bonne chose. Voilà, donc alors, juste ce que nous ferons dans cette école, eh bien, c'est de la formation pour adultes, des personnes étrangères, parce que, vous savez, lorsque nous avons organisé les premières courses au trot en Pologne, sur une piste de galop, ils ne savaient pas donner les départs, les commissaires ne connaissaient pas le problème des allures, et toutes les données spécifiques à l'activité du trot, et c'est là où nous nous sommes rendus compte qu'il fallait en même temps que vouloir exporter des chevaux, c'était très bien, parce que ça, c'est l'aspect économique, mais il y avait aussi cette obligation de transmettre ce savoir-faire et d'exporter ce savoir-faire parce qu'ils en avaient besoin. Alors, au lieu d'aller et d'avoir des missions dans chaque pays, eh bien, nous allons créer des modules au sein de cette Académie internationale du cheval. Ce ne seront pas des formations sur une année comme un cursus scolaire normal, mais nous aurons par exemple, alors si je parle pour les courses au trot, un module formation juge aux allures. Grâce à nos techniciens, grâce aux personnes qui travaillent à la Société du cheval français, qui ont ces missions, eh bien, ils formeront des personnes à juger les allures. Même chose pour les commissaires des courses. Ils auront cet objectif aussi de former des commissaires, de leur apprendre la spécificité des courses au trot. Et nous espérons, je l'espère, je rencontrerai mes homologues du galop dans peu de temps pour leur présenter ce grand projet. Et je pense que naturellement, le galop nous rejoindra sur cette école, cette académie qui, je vous le dis, normalement verra le jour en 2015. Nous sommes très fiers de cette école parce qu'on a parlé beaucoup des Jeux équestres mondiaux. Eh bien, c'est un lien avec l'avenir parce qu'on va utiliser l'opportunité des Jeux équestres mondiaux en Basse-Normandie pour rebondir, aller plus loin et puis voilà, installer une entité pérenne sur la Basse-Normandie, au Pin, qui sera l'Académie internationale du cheval. Merci beaucoup. Merci Guillaume. Il y a Louis qui veut rebondir. Pour parler du galop, de la position du galop. Oui, pour compléter ce qui vient de dire par Guillaume et par Éric, je pense que cette idée d'académie est excellente. Je me prononce à titre personnel, je n'ai pas le chèque pour signer au nom de France Gallo, mais je pense que c'est très important. C'est comme ça qu'on constitue les réseaux. Je dirais, la France a un énorme handicap dans le domaine des réseaux, face notamment à nos amis anglo-saxons. Moi, j'ai vécu une expérience récente, il y a 2 ans, où on a offert la possibilité à des étudiants de l'université d'agriculture de Mongolie, qui est la seule qui avait une section équine, de venir apprendre le métier en France. On leur a dit il faut qu'ils sachent monter à cheval et qu'ils parlent anglais. Donc, ils parlaient quasiment pas un mot d'anglais quand ils sont arrivés, et ils montaient des chevaux, mais vraiment à condition qu'ils ne soient pas trop difficile. Et il a fallu en 6 mois les former d'abord à la langue et ensuite ils étaient chez Alain de Royer-Dupré, Criqueted, Nicolas Clément dans le top et ils sont repartis, ils savaient monter à cheval. Et c'est comme ça, quand on les a revus là-bas, ils parlaient de la France d'une façon élogieuse. Donc je crois que c'est absolument fondamental dans la stratégie internationale du trot et du galop pour les années à venir, même si ça va demander des moyens et que le sénateur Dupont nous demande de faire des économies, il en parlera tout à l'heure. Mais je pense qu'il y a des priorités. Je parlais de la télévision ce matin, plus tôt, et je crois que là, la formation est quelque chose de fondamental. Il y a un besoin de formation. On n'a pas beaucoup de gens envoyés à l'étranger. On essaie de le faire aussi. L'UNIC vient de signer hier un protocole d'accord, d'être signé entre la Fédération française d'équitation, dont on a parlé tout à l'heure, et la Fédération chinoise, justement, pour envoyer des formateurs. Je crois que c'est comme ça qu'on arrivera à créer les tissus. Et c'est très important. Je voudrais ensuite intervenir par rapport à ce qu'a dit Éric.
et un petit oubli dans sa présentation, qui est le rôle de ce qu'on appelle le FRBC, le French Racing and Breeding Committee. Il était marqué dans le slide. Non, il n'était pas mentionné dans les slides, à ma grande surprise, parce qu'il en parle toujours et en bien, puisqu'il en est l'un des principaux financiers. Et je crois que c'est très important de montrer qu'on peut travailler tous ensemble, hein, puisque France Gallo finance un peu plus de la moitié, c'est un budget de 600 000 euros. Arcana est partenaire, Ozarus, les éleveurs, les courtiers, tout le monde, et les associations de chou arabe, pur sang, QPS, tout le monde est autour de la table. C'est une structure qui a une vocation commerciale, mais qui reste une association et qui permet d'impliquer chaque association paye environ 7 000 euros, plus pour le syndicat des éleveurs et Arcana, et qui montre qu'on peut travailler tous ensemble. Et puis il y a un autre exemple que je voudrais donner, c'est une de mes casquettes, puisque je suis président du FRBC, mais aussi de l'UNIC. L'UNIC qui fait un travail remarquable de portail d'accueil pour les étrangers à l'international. Et autour de la table de l'UNIC, quand je réunis le conseil d'administration, il y a tous les représentants de la filière, et ils ne se tapent pas dessus. Et ils travaillent ensemble pour l'intérêt général, quel qu'il soit équestre, pas équestre, éleveur, fédération sportive, ce qui prouve qu'on a à plein de niveaux de l'institution des structures collégiales qui fonctionnent très bien. Merci Louis. Merci à vous 5 de cette troisième table ronde qui montre des réalités. Quand on veut chercher, on trouve, n'est-ce pas Jean-Marie Denoise, une structure d'appui comme Hippolia et la Fondation qui permettent qu'il y ait d'autres CIRAL qui se mettent en place. Une structure performante depuis des années et qui résiste, et puis 2 beaux projets. On voit que aujourd'hui, il y a déjà des projets pour qui sont en place ou qui vont se mettre en place à très court terme. Là, c'est un autre challenge à relever. Et, on vous souhaite la meilleure chance et autant de réussite que le CIRAL, que Hippolia et que également l'agence Arcana dans vos projets de développement dans la Manche comme dans l'Orne, et on voit qu'il y en a pour les 3 départements bas-normands. Il est 13h30, vous avez certainement très faim. Alors, voilà, Laurence veut dire un petit mot. Désolée, mais je veux juste dire un tout petit mot, parce que en vous entendant tous depuis ce matin, tout le monde a parlé d'innovation, que ce soit toi, Eric, enfin tout le monde a parlé d'innovation, chacun dans son secteur. Et moi, au niveau du pôle de compétitivité, je peux vous dire une chose qui est très claire, c'est que les seules entreprises qui ont une croissance à 2 chiffres sont celles qui déposent des projets d'innovation, qui font labelliser des projets d'innovation au pôle de compétitivité. Tout ça pour dire que quel que soit notre secteur, nous devons défendre l'innovation et l'excellence, et ce, c'est à quoi nous appliquons et nous essayons de travailler. Voilà. Donc, je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire Laurence Meunier. La meilleure preuve, c'est que lorsque l'on a proposé, je reviens à mon sujet, l'école internationale du cheval, et que l'on a rencontré les partenaires économiques, les partenaires politiques, tout le monde a adhéré à cette idée, à cette innovation, à ce projet nouveau pour transmettre le savoir-faire de la Normandie. Je l'ai dit, c'était le conseil régional, ça a été le conseil général de l'Orne aussi, le fonds EPRON. Tout le monde s'est mobilisé. Et effectivement, lorsqu'il y a une dynamique pour progresser, pour aller de l'avant, aller vers les autres, vers d'autres pays, peut-être émergents pour nous, le trot, parce que les courses au trot ne sont pas développées dans tous les pays. Il y a des pays qui ne connaissent pas encore les courses au trot et on les démarche pour leur apprendre. On m'a parlé du Brésil ce matin, voilà, d'un propriétaire au Brésil qui aurait 80 trotteurs. Je ne le savais pas. Donc voilà, bien c'est une nouvelle destination. Voilà, donc c'est effectivement, je rejoins complètement Laurent sur ce sujet. Lorsqu'il y a de l'innovation, il y a de l'espoir. Ok, merci à vous tous pour cette matinée, de votre sérieux, de votre extrême attention.